Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, les entreprises PME et PMI pourront bénéficier de prêts au niveau des banques avec un taux d'intérêt de 5,5% et la garantie de l'État du Sénégal. C'est la clause de l'accord 4 signé ce vendredi entre l'État, l'APBEFS et le FONGIP en vue d'amorcer une relance durable de l'économie nationale. L'événement entre dans le cadre du processus de mise en œuvre du PAP 2A. Covid-19 au Sénégal, les populations doivent continuer à observer les mesures de prévention individuelle et collective préconisées depuis le début de la pandémie. Selon le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il y a un relâchement exagéré des gestes barrières malgré l'obligation du port du masque dans les lieux de commerce, les lieux de l'administration et les moyens de transport public. La mesure arrive à expiration le 5 janvier 2021, rappelle le gouverneur de la région de Dakar. À Kédougou, les populations de Kongori subissent les conséquences des incohérences territoriales. Elles sont privées d'eau et d'électricité, une conséquence du découpage territorial qui a engagé les communes de Kédougou et de Bandafassi dans une rude bataille. Elles se disputent la paternité du terroir. À Buenos Aires, la succession de Diego Maradona sous le feu des projecteurs. Une grande bagarre va avoir lieu. Il n'a pas laissé de testament et impossible après sa mort de connaître le patrimoine mis en jeu. Le sport et l'économie vont compléter cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Gueye. Merci à tous. Marie-Rosalie Ndiaye. Tout d'abord, ce communiqué de la gendarmerie nationale, le général de division Jean-Baptiste Tino, commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, effectuera une visite de travail à la Légion de gendarmerie sud dans la période du samedi 28 au jeudi 3 décembre. À cet effet, il se rendra avec sa délégation dans les unités de région de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou pour s'enquérir de leur capacité opérationnelle, de leurs conditions de vie et d'exécution du service. Dans la même lancée, il effectuera des visites de courtoisie aux autorités administratives et religieuses et coutumières. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a procédé ce vendredi au lancement du processus de mise en place des cadres nationaux de financement intégré du développement pour le secrétaire général du ministère. Le succès de ce cadre permettra une bonne exécution du plan d'action prioritaire de relance de notre économie fortement impactée par la Covid-19. Voici Pierre Ndiaye avec Absa Elimanouane. À l'occasion de la conférence internationale du développement tenue en 2015 en prélude de l'adoption de l'agenda 2030, le programme d'action d'Addis Abeba avait prôné la mise au point des cadres nationaux de financement intégrés pour soutenir les stratégies de développement durable. Nous devons aujourd'hui mobiliser davantage de ressources nationales et extérieures, mais également diversifier les sources de financement afin d'accroître les moyens des États à faire face à l'ampleur des besoins. Aujourd'hui, le déficit de financement nécessaire à la réalisation des ODD est évalué à quelques 2500 milliards de dollars par an et il est important pour combler ce déficit de continuer à bénéficier de l'aide au développement. Aussi, nos États doivent-ils en priorité améliorer les recettes fiscales et lutter contre les flux financiers illicites. Ils doivent également promouvoir un climat des affaires propice à l'essor du secteur privé pour libérer d'autres ressources de financement. D'où la nécessité d'avoir une architecture permettant d'assurer une cohérence globale des financements. Les cadres nationaux de financement intégrés, INFFC, ont été proposés à cet effet. Ces cadres qui ne sauraient se substituer au plan national de financement offrent une approche globale et intégrée pour mobiliser et gérer le financement des stratégies nationales de développement. Il faudra donc au préalable une évaluation du financement pour le développement qui permet au pays de disposer d'informations pertinentes sur le cadre de financement. Et cette évaluation devra se faire à travers un processus de dialogue inclusif afin d'amener les parties prenantes à mieux coordonner leurs actions pour assurer un meilleur ciblage des investissements. Une telle planification pourrait s'avérer utile pour gérer le séquençage des investissements et le parfait alignement des politiques de financement aux priorités nationales du développement. Je suis convaincu que le succès de la mise en place de ce nouveau dispositif contribuera à assurer une bonne exécution du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré pour la relance de l'économie nationale.
Je vous l'annonçais en titre, pour soutenir la relance de l'économie, un accord cadre a été signé entre l'État du Sénégal, la PBF et le CNP pour la mise en place d'un mécanisme de financement. Les entreprises PME, PMI pourront bénéficier de prêts au niveau des banques avec un taux d'intérêt de 5,5% et la garantie de l'État. Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, au micro de Radissène. L'objectif du PRES était d'atténuer les effets néfastes de la pandémie sur les populations, sur la diaspora, sur les entreprises, afin d'éviter le naufrage de l'économie. Nous devons nous réjouir des résultats obtenus. Et l'enquête de l'ANSD le prouve à juste titre. À la faveur d'une exécution satisfaisante du PRES, des mesures prises par les autorités monétaires et des performances exceptionnelles de l'agriculture nous permettront d'éviter la récession cette année. C'est dans ce contexte d'optimisme, malgré la sévérité de la crise, que nous avons procédé ce matin à la signature de l'accord cadre relatif au mécanisme de financement pour soutenir la relance. Depuis plusieurs mois, nous échangeons sur ce mécanisme de manière inclusive en tirant les enseignements de la résilience. L'objectif partagé de toutes les parties prenantes à cet accord pour une relance rapide de l'économie a facilité nos discussions et permis d'aboutir à une convergence de vues sur l'essentiel. Je reste convaincu que l'accord que nous venons de signer, un effort a été fait pour tenir compte des contraintes des banques. Cet accord est aussi incitatif pour soutenir les investissements privés de relance au regard du taux d'intérêt, des maturités et des critères d'éligibilité. Nous devons en conséquence tous œuvrer pour son opérationnalisation avec succès afin de soutenir l'investissement privé, la croissance et la création d'emplois pour une relance durable et inclusive. Cette relance est portée par le PAP 2A, qui est un portefeuille de projets, un package de réformes et des mécanismes de financement innovants. Parlons à présent du marathon budgétaire 2021. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural à l'Assemblée nationale pour défendre son projet de budget arrêté à plus de 170 milliards, 900 milliards en crédit de paiement. Babacar Samb. 80 orateurs pour intervenir devant le ministre de l'Agriculture, professeur Moussa Baldé, avec des interpellations, bien sûr. Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les parlementaires, notamment la commercialisation de l'arachide, le bradage de la production constitue une problématique. Le ministre est invité à prendre toutes les dispositions requises afin que cette campagne puisse profiter aux producteurs. En ce qui concerne l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, l'objectif n'est toujours pas atteint et les députés se sont interrogés sur les véritables causes de cette situation. Le ministre est interpellé sur la quantité de riz que le Sénégal compte importer cette année. L'appel au retour vers l'agriculture lancé pour stopper le fléau de la migration irrégulière bute, selon les députés, sur le manque de compétitivité et il faut travailler davantage à l'insertion des jeunes diplômés des établissements techniques agricoles pour créer des exploitants agricoles. Et là aussi, il faut faire face aux menaces liées à la présence, entre autres, des rats, criquets et autres insectes. Autre problème soulevé également concerne l'accès à l'eau et à l'électricité, mais aussi la subvention des intrants distribués aux agriculteurs avec une appréhension mitigée, manque de transparence dans la répartition selon certains députés. La procédure ne comporte aucune faille, estiment d'autres. Et déjà en commission, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a déjà apporté certaines précisions, notamment sur la commercialisation de l'arachide. Professeur Moussa Baldé de rassurer, la Sonacos est dans les dispositions pour acheter de l'arachide et sans bon impayé, les conditions sont réunies. Selon le professeur Moussa Baldé, qui vient défendre son projet de budget. Sud FM, l'info, c'est ici. Le plan national d'aménagement et de développement territorial est en cours de vulgarisation. Pendant ce temps, à Kédougou, des populations subissent les conséquences des incohérences territoriales. C'est le cas à Kongori, un quartier revendiqué par deux communes, Kédougou et Bandafassi, et où les populations souffrent du manque d'eau et d'électricité. Boubacar Tamba. À Kongori, l'eau ne coule point et la lumière ne jaillit guère. Cet habitant du quartier explique. Donc nous, ce que nous voulons, on fait rentrer Kongori dans Kédougou. Pour toi, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'électricité et d'eau. Oui, c'est ça qui fait. Si Kongori était aujourd'hui dans la commune de Kédougou. Oui.
Vous allez avoir l'eau et l'électricité. Oui. Parce que je vois les installations à côté. Oui, c'est ça le problème. Donc c'est la commune de Kédougou et celle de Bandafassi qui se tiraillent Congory. Oui. Notre problème c'est Bandafassi. Qui réclame Congory. Parce qu'aujourd'hui le maire Adjissé a beaucoup fait pour Congory. Mais le maire de Bandafassi, qu'est-ce qu'il a fait pour Congory? Donc vous, ce qui vous arrange, c'est d'être dans Kédougou. D'être dans Kédougou, c'est ça qui nous arrange. Vous disiez que là où vous prenez l'eau, c'est là où les gens buvaient. Ouais, là où on prenait l'eau avant, c'est là où les gens buvaient, là où les chiens buvaient même. Maintenant c'est M. Tité qui a mis un forage. Qui a mis un forage. Et le forage était gâché. Il a financé de l'argent. Il a repris encore. Thierno Souleymane Sow est le préfet du département de Kédougou. C'est un problème de limite. Il y a effectivement 2 communes qui se disputent effectivement la paternité, n'est-ce pas, de ces terroirs. Vous l'avez dit, c'est un problème qui existe ici à Kédougou et qui existe effectivement partout au Sénégal. Les anciennes communes, il faut le reconnaître, ont avaient des assiettes très petites. Donc je pense que ces anciennes communes-là sont en train d'étouffer. Et certainement les services compétents de l'État, notamment l'ANAP, ils sont en train de travailler pour effectivement régler définitivement ces questions-là, n'est-ce pas, pour que, en tout cas, des incohérences territoriales notées par-ci et par-là puissent être, n'est-ce pas, dépassées et permettre effectivement à ces populations-là, n'est-ce pas, d'avoir accès aux services sociaux de base. Ces incohérences territoriales font payer aux populations, dont celle de Congory, un lourd tribut. Nul doute qu'avec le nouveau plan national d'aménagement et de développement territorial, dont la vulgarisation est en cours, les corrections nécessaires seront apportées. Boubacar Tamba Kédougou, Sud FM. Le point Covid de ce jour fait état de 21 cas positifs avec sur un total de 921 tests réalisés. Il s'agit de 11 cas contacts et 10 issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar, Podor, Richard Toll, Fatick et Thiès. 11 patients sont déclarés guéris, 5 cas graves sont pris en charge. Un nouveau décès a encore été enregistré. Le nombre de patients sous traitement est de 79. Les Sénégalais sont appelés à plus de vigilance malgré les bons résultats obtenus. Un laisser-aller est noté au sein de la population depuis quelque temps et ça n'augure rien de bon. Pour éviter une éventuelle deuxième vague, le respect des mesures barrières du port du masque entre autres s'impose. C'est selon Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention, joint par Mame Diarra Da Silva. Le Sénégal doit continuer à observer les mesures de prévention individuelle et collective qui ont été préconisées depuis le début de la pandémie pour s'inscrire dans la durabilité afin d'éviter vraiment, encore une fois, toute flambée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours le respect des mesures barrières, notamment le port de masque, le lavage fréquent des mains, la distanciation sociale, entre autres. Voilà donc les mesures qui ont été édictées depuis le début et sur lesquelles nous devons continuer toujours à aller jusqu'à la fin ou bien jusqu'à en tout cas l'extinction de l'épidémie comme on le dit. Docteur, comment expliquez-vous cette courbe qui évolue en dents de scie? Oui, les épidémies ont toujours évolué en dents de scie jusqu'à ce que comme je le disais tantôt, jusqu'à l'extinction totale. C'est toujours des hauts et des bas. C'est comme ça que les courbes épidémiques évoluent, mais ce qui doit être en tout cas qui doit augurer d'une bonne chose, c'est que quand une courbe décroche, il faut que ça continue à décrocher jusqu'à la fin. Il peut y avoir quelques rebonds, mais le plus souvent, ce qui augure de lendemain meilleur, c'est toujours une décroissance qui est constante ou bien qui est progressive jusqu'à la fin de l'épidémie. Mais il arrive qu'il y ait des soubresauts par-ci, par-là. Ça peut être le cas cette fois-ci ou bien, etc. Mais le plus souvent, c'est comme ça que ça... Mais on ne peut pas savoir ce qui peut l'expliquer. On peut seulement penser à des déterminants. On peut dire, par exemple, au Sénégal, ce qu'il faut constater actuellement, c'est que les mesures barrières, il y a quand même un relâchement au niveau de la population globalement autour des mesures barrières. Ça, quand même, sur le plan individuel, les gens ne respectent pas toujours le port de masque ou bien les distanciations physiques qui sont préconisées. Donc, ça peut être une des explications, mais encore une fois, ce n'est pas la seule explication. À l'instant, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention, qui invite les Sénégalais à plus de vigilance malgré les bons résultats obtenus. Un laisser-aller est noté au sein de la population depuis quelque temps et ça n'augure rien de bon. En tout cas, le port du masque reste obligatoire, rappelle le gouverneur de Dakar, une obligation dans les lieux publics, les lieux de commerce et autres moyens de transport public. Les forces de l'ordre vont continuer à veiller au grain et les sanctions prises pour non-respect du port du masque seront appliquées. Alassane Sall, le gouverneur
honneur de Dakar avec Mame Diarra Da Silva. Le port obligatoire du masque n'a pas été levé. Dans un premier temps, un arrêté a été pris par M. le ministre de l'Intérieur pour rendre obligatoire le port du masque sur une durée de 3 mois. Alors, cette durée de 3 mois est arrivée à l'expiration le 5 octobre. Alors, mais à la date du 5 octobre, M. le ministre a pris un nouvel arrêté pour proroger l'obligation de porter le masque de protection au niveau des services d'administration publique, les services du secteur privé, les lieux de commerce et les moyens de transport public. Donc, au niveau de ces 4 lieux, le port du masque de protection est obligatoire pour une durée de 3 mois, donc du 5 octobre au 5 janvier 2021. Et les forces de l'ordre également, on a noté un certain relâchement de leur côté. Mais ils y sont. Moi, je confirme que les forces de l'ordre continuent à veiller sur l'application de cet arrêté de M. le ministre de l'Intérieur. Donc, ils le font peut-être de manière discrète, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que l'arrêté rendant obligatoire le port du masque ne concerne que certains lieux. Et même pour les transports, c'est juste les transports publics, pas les véhicules particuliers. Et je dois également dire que lorsque les gens font du sport ou en tout cas se retrouvent en famille autre là, voilà, je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport au masque. Mais dans les lieux publics, là, l'obligation de porter le masque de protection reste obligatoire et les forces de l'ordre, en tout cas les policiers et gendarmes, veillent sur l'application de cette mesure. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. À Buenos Aires, la vie privée de Diego Maradona, tourmentée par les nombreux conflits juridiques et médiatiques, laisse présager une succession difficile après la mort de la star planétaire mercredi à 60 ans. Une grande bagarre va avoir lieu. Il n'a pas laissé de testament, a déclaré à l'AFP une source proche de la famille ayant réclamé l'anonymat après la mort du champion du monde de 1986. Impossible de connaître le patrimoine en jeu ni de savoir s'il a procédé à une répartition de son vivant. En 2019, lors d'un différend avec sa fille Giannina, qui accusait son entourage de ne pas bien s'occuper de lui, Maradona menacé de faire le don de tous ses biens, dont des investissements, propriétés, voitures de luxe, contrats publicitaires, entre autres. Je sais que maintenant, quand on vieillit, les gens se préoccupent plus de ce que tu laisses que de ce que tu es en train de faire. Et je leur dis à tous, je ne vais rien leur laisser, que je vais tout donner, tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, je vais le donner, lançait-il dans un message enregistré. Mais la loi argentine établit que les 2 tiers de l'héritage doivent revenir aux enfants et aux conjoints et qu'ils ne peuvent pas en être privés. Une personne seule peut faire don par testament d'un 5e de ses biens. Les autorités françaises ont suspendu 3 policiers après qu'ils aient été vus sur une vidéo en train de tabasser un producteur de musique noire dans le centre de Paris. L'incident de samedi a provoqué un nouveau tollé sur le comportement des forces de sécurité françaises. Lundi, la police a été accusée d'usage excessif de la force lors du démantèlement d'un camp de migrants de fortune à Paris. Ces incidents surviennent alors que le gouvernement tente de faire adopter un projet de loi interdisant la diffusion des visages des policiers. En sport, basket éliminatoire afro-basket masculin, tournoi de Kigali, le Sénégal fait face à l'Angola. Depuis 18h, Sénégalais et Angolais ont gagné leurs 2 premiers matchs. L'enjeu, c'est la première place selon le coach de la Ligue de Dakar. Football Coupe de l'UFOA U20, les demi-finales se jouent ce vendredi au stade Lat Dior de Thiès. À 19h, Sénégal-Guinée-Bissau, un adversaire largement à la portée des Lionceaux, selon le coach de l'US Gorée, Sidat Sarr. Je pense que nous allons assister à un match vraiment de qualité, parce que quand tu regardes un peu l'organisation du jeu de l'équipe du Sénégal, vraiment, tu peux te régaler pour dire que vraiment nous allons vers un match vraiment qui sera amplement discuté pour les 2 équipes. Une demi-finale n'est jamais facile parce que c'est 2 équipes qui s'engagent pour un seul objectif, c'est d'abord de la gagner. C'est un match qui peut se terminer sur le terrain et en dehors du terrain, il y a la série des tirs au but. Donc je pense que, en regardant un peu l'organisation du jeu, tu sens que cette équipe sénégalaise a un peu d'avance par rapport à cette équipe bissau-guinéenne, parce que je pense qu'on a des atouts et des acquis pour vraiment atteindre l'objectif, c'est d'aller en finale et de remporter le trophée. Sur quoi va se jouer ce match? Tu sais, aujourd'hui, il y a des aspects, c'est un match de groupe n'est pas comparable à un match de groupe. Donc c'est le match de les demi-finales, c'est des résultats à l'immédiat. Donc aujourd'hui, tout court, il faut qu'on destine l'équipe vainqueur. Je pense que quand tu regardes un peu cette équipe sénégalaise, ils ont des joueurs qui ont habitué à ce genre de rencontres. Aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe sénégalaise,
vraiment, tu tires un chapeau d'abord au sélectionneur, puis d'abord et son assistant, qui sont en train de faire un bon travail. Parce que le travail, c'est pas, ils n'ont pas attendu ce tournoi pour mettre en place une équipe. L'équipe là, je pense que ça fait 2 ans qu'ils roulent avec cette équipe. Il y a même des joueurs qui ont eu la chance d'abord de jouer des Coupes d'Afrique et encore des Coupes du Monde. Donc, sur le plan de la maturité, je pense qu'on est en avance sur cette équipe bissau-guinéenne. Malgré le résultat reste un match. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, je pense que nous avons tous atouts pour vraiment défendre dignement nos couleurs pour essayer de vraiment sortir victorieux de ce match contre la Guinée-Bissau. Et puis, Ligue africaine des champions, la finale se joue ce soir à 19h au Caire. Ce sera entre Zamalek et Al Ahly. C'en est tout pour l'actualité sportive. Place au journal de l'économie avec Rapsa Ilimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Ce vendredi, nous allons nous intéresser au programme Approche Pays intégré de la FAO pour la création d'emplois décents pour les jeunes dans les systèmes alimentaires. Pour ce faire, nous recevons le coordonnateur du programme, Oumar Sil. Il est au micro de Odile Menkilan. Dans le cadre du programme Approche Pays, il y a différents volets qui sont couverts. Il y a un volet création d'emplois et d'entreprises. Il y a donc, appui politique et stratégique. Il y a un volet développement de capacité, mais il y a un volet également appui au dialogue. C'est ce volet-là, bien les 2 volets. Dans le volet développement de capacité, nous sommes en train d'implémenter un modèle d'appui à l'insertion des jeunes dans l'agriculture, le MIJA, modèle d'insertion des jeunes agripreneurs, qui traduit la stratégie d'appui à l'employabilité des jeunes dans les chaînes de valeur agro-silvopastorale et halieutique. C'est justement pour renforcer, promouvoir et soutenir l'employabilité des jeunes que nous avons pensé qu'il est important de lancer également le processus de dialogue permettant à ces jeunes-là non seulement de s'impliquer mais également de prendre langue avec les parties prenantes dans un cadre structuré, organisé. Déjà, ils sont assez bien organisés en réseau, mais nous avons pensé que mettre en place un cadre unitaire, l'ensemble de ces réseaux-là permettrait de renforcer la dynamique et leur donnerait plus de poids en termes de plaidoyer vis-à-vis des acteurs institutionnels. Ils ont été structurés en différents groupes thématiques pour donc mieux se focaliser sur les thématiques, les centres d'intérêt majeurs pour chacun et en rapport avec les acteurs qui ont comme mission régalienne d'intervenir dans ces centres d'intérêt-là. Oumar Sil a tenu ses propos lors de l'atelier sur les agripreneurs tenu mercredi à Dakar. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Les entreprises PME et PMI pourront bénéficier de prêts au niveau des banques avec un taux d'intérêt de 5,5% et la garantie de l'État du Sénégal. C'est la clause de l'accord cadre signé ce vendredi entre l'État, la PBF et le FONGIP en vue d'amorcer une relance durable de l'économie nationale. L'événement entre dans le cadre du processus de mise en œuvre du PAP 2A. Covid-19 au Sénégal, les populations doivent continuer à observer les mesures de prévention individuelle et collective, mesures préconisées depuis le début de la pandémie selon le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il y a un relâchement exagéré des gestes barrières malgré l'obligation du port du masque dans les lieux de commerce, les services de l'administration et les moyens de transport public. La mesure arrive à expiration le 5 janvier 2021, rappelle le gouverneur de Dakar. À Kédougou, les populations de Kongori subissent les conséquences des incohérences territoriales. Elles sont privées d'eau et d'électricité, une conséquence du découpage territorial qui a engagé les communes de Kédougou et Bandafassi dans une rude bataille. Elles se disputent la paternité du terroir. À Buenos Aires, la succession de Diego Maradona sous le feu des projecteurs. Une grande bagarre va avoir lieu. Il n'a pas laissé de testament et impossible après sa mort de connaître le patrimoine mis en jeu. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, place à la chronique Sud Éducation, suivie du journal de la culture avec Amadou Moustapha.